on a voulu faire ce webinaire donc, sur les transactions immobilières du secteur tertiaire. Donc, l'objectif, en fait, c'est que ça fait 5 ans que notre métropole travaille sur l'accompagnement des entreprises tertiaires dans leur rénovation énergétique avec Alizé. Et on s'est rendu compte que en fait, les prescripteurs immobiliers, les professionnels de l'immobilier étaient des acteurs quand même essentiels dans la rénovation énergétique des bâtiments et dans leur conseil, car vous étiez les premiers prescripteurs de la rénovation. Dans ce sens-là, on a voulu vous faire un peu monter en compétences pour ce webinaire. Il est pour ça, pour vous faire monter en compétences, pour vous faire comprendre le contexte, pour vous faire comprendre aussi qu'est-ce que Nantes Métropole a mis en place aussi pour les entreprises et les futurs acquéreurs et aussi les agents immobiliers et les prescripteurs immobiliers. Mais les aides financières donc on va on va commencer donc le support. C'est parti. Voilà. Donc, ce webinaire, donc, il est sur la valorisation des transactions des locaux tertiaires. Donc, il va se présenter comme ça. On va vous présenter d'abord le contexte, le collectif qui a été créé par Nantes Métropole autour de la rénovation énergétique et de la décarbonation des entreprises et des bâtiments tertiaires et industriels. Je vous ferai ensuite un focus sur la rénovation énergétique, les leviers de la valorisation immobilière. C'est un levier de la valorisation immobilière. Comme je vous disais, ça peut être aussi un atout commercial pour vous d'avoir cette compétence et d'avoir aussi cette connaissance autour de ce qui se trame autour de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Un petit focus sur le DPE. Qu'est-ce qu'un DPE tertiaire, un DPE résidentiel? Parce qu'il y a quand même pas mal de différences et souvent, il ne faut pas forcément les comparer. Après une dernière, on continuera ensuite sur faire un focus très léger sur les lois et les décrets autour des bâtiments tertiaires, les aides financières qui peuvent être mobilisées pour la rénovation énergétique. Un focus sur 2026 parce qu'il y a des choses qui vont bouger là sur 2026 et des années futures parce que sur les réglementations et sur les factures d'énergie, entre autres. On vous présentera aussi l'accompagnement que l'on propose aussi aux entreprises, aux agents immobiliers sur les diagnostics qu'on peut faire sur vos locaux. Et on fera un moment de conclusion et d'échange. Vous pouvez poser vos questions dans le question-réponse. Bertrand, à côté de moi, il vous répondra aux questions et vous me les posera et je répondrai en fin de webinaire. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé précédemment avec les professionnels de l'immobilier sur votre montée en compétence sur l'habitat via les espaces France Rénov. Avec certains, on avait travaillé aussi pour faire monter en compétence là-dessus sur la prime rénov. Donc ça, c'est sur la partie habitat. Donc c'est un peu différent. Donc là, on a voulu un peu vous faire un pas de côté et vous montrer aussi ce qui se passe dans le tertiaire, parce que c'est aussi des choses que vous avez dans vos portefeuilles et qui peuvent être assez intéressants aussi de connaître. Les acteurs de l'accompagnement. En fait, dans le métropole, dans le cadre de son plan climat, a l'ambition vraiment de pousser la métropole à réduire ses gaz à émissions, gaz à effet de serre, à développer les énergies locales et renouvelables, et faire en sorte que le territoire de notre métropole soit un territoire neutre et qui répond aux changements climatiques. Pour cela, en fait, notre métropole a eu la volonté, le service de développement économique de notre métropole a eu la volonté de mettre en place dans le cadre de leur politique notre métropole RSE, de mettre en place un collectif autour de la thématique de l'énergie et de la décarbonation pour pouvoir avoir une offre claire et pour les entreprises, pour les professionnels de l'immobilier, pour qu'ils puissent aussi avoir une seule porte d'entrée. Ces thématiques-là, on aborde différentes thématiques dans le cadre de Nantes Métropole RSE sur le pilier énergie et décarbonation. Donc, je vous présenterai les différents acteurs juste après. Mais on travaille on conseille et on accompagne les entreprises et tous les professionnels
alors ça peut être aussi les professionnels du bâtiment, hein, et comme les professionnels de l'immobilier ou les entreprises, sur les réglementations autour du bâti. Pour mieux comprendre les réglementations, est-ce que le bâtiment est soumis à ces réglementations ou non? On travaille aussi sur la rénovation pour aussi comprendre et conseiller sur des choix de travaux à faire. Tout ça de façon gratuite, neutre et indépendante, hein, bien sûr. La notion d'énergie solaire, photovoltaïque et thermique, hein, parce que le terme photovoltaïque pour produire de l'électricité, thermique pour produire de l'eau chaude, donc qui est suivi donc, par un des acteurs. La notion aussi de décarbonation, parce qu'en fait, la décarbonation des activités des entreprises, elle est primordiale dans le plan climat, hein, c'est un des objectifs. Donc, en fait, c'est accompagner les entreprises dans leur plan de décarbonation. Ce qui vous intéresse le plus avec les réglementations et la rénovation, c'est la maîtrise et la gestion de l'énergie, savoir décrypter une facture. Beaucoup d'entreprises ne voient jamais leur facture d'énergie passer, passent souvent en comptabilité. Et en fait, et c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément acquis dans leur business plan, surtout des commerces, entre autres, hein, je pense, mais dans leur business plan de pérennité dans leur entreprise, quand ils arrivent dans des nouveaux locaux. Et aussi, ben, on doit commencer par là, la notion de sobriété énergétique, parce qu'avant de faire des gros travaux, il faut aussi avoir une notion de sobriété énergétique. Donc voilà les thématiques que l'on aborde dans ce cadre de ce collectif. Ce collectif, il est composé de 4 acteurs majeurs local, hein, et donc Alizé, que je représente. Hein, donc, moi, c'est Sylvain Groseille, je suis chargé de projet en rénovation des entreprises. Donc, Alizé est une association qui a plus de 30 ans d'expertise sur la notion de l'énergie renouvelable et de la maîtrise de l'énergie, avec 3 antennes à Angers, Nantes et Saint-Nazaire. Nous sommes quand même 62 salariés, donc on est quand même une grosse association. On est aussi les représentants France Rénov pour l'habitat, et on travaille aussi sur d'autres thématiques, dont l'entreprise depuis 5 ans dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme SAR, et qui va continuer après dans ce qu'on va appeler le pacte entreprise, un projet avec l'ADEME qui va être sur les 3 prochaines années. On a aussi comme partenaire dans ce collectif Novabuild, qui est une association qui fédère et mobilise des professionnels de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement du territoire sur la ville de la Loire, et qui, eux, travaillent sur le changement de mentalité et des pratiques, avec l'objectif A2BCS, en fait, qui est l'atténuation, l'adaptation, la biodiversité, la circularité et la santé au travail. Hein, donc ça, c'est un de nos partenaires. Un autre partenaire qui est Atlansen, donc qui est une association qui regroupe les professionnels du solaire, photovoltaïque et thermique sur le Grand Ouest. Donc, il regroupe les professionnels, que ce soit des installateurs, des bureaux d'études, des prescripteurs, des syndicats de l'énergie. Donc, voilà. Et enfin, notre dernier partenaire qui est Horace, qui est une association qui œuvre pour accompagner les entreprises dans leur transition énergétique, car les entreprises qui sont plus industrielles et gros tertiaires, très gros tertiaires, et dans leur coaching de l'énergie, enfin du coaching énergie et du coaching de décarbonation. Voilà. En fait, pour être plus clair, en fait, on a essayé de se séparer les différentes cibles. Horace donc s'occupe de tout ce qui est entreprise avec un process industriel, accompagne les entreprises avec un process industriel, tout ça de façon gratuite, neutre et indépendante, bien sûr. Hein. Novabuild sur les tertiaires de plus de 1000 m² pour les accompagner sur le décret tertiaire, sur la partie réglementation. Alizé, donc nous, on accompagne les entreprises de moins de 1000 m² et aussi de plus de 1000 m² sur la partie technique et rénovation. Mais moins de 1000 m² sur l'ensemble de leur spectre de questions, sur autant les réglementations, mais aussi sur les aides financières, la rénovation énergétique. Et autour, donc, Atlansen qui accompagne donc, et conseille les entreprises sur les parties solaires et photovoltaïques et thermiques. Donc voilà, donc vous avez nos différents contacts que vous pouvez contacter si vous avez des questions sur vos bâtiments, dans vos portefeuilles immobiliers.
qui peuvent répondre donc à vos différentes questions. Il suffit de nous appeler, on répondra volontiers. Alors, la rénovation énergétique, c'est un levier pour la valorisation immobilière. Voilà ce qu'on voudrait aussi apporter, c'est que il faut savoir que l'activité, enfin, le parc résidentiel et tertiaire, c'est quand même le troisième poste d'émissions de CO2 en France, sachant qu'on a quand même des gros objectifs d'ici 2050 à arriver à la neutralité carbone. Donc le premier étant le transport et le deuxième l'agriculture. On se rend compte que en fait, les locaux tertiaires représentent quand même une part importante des consommations énergétiques du territoire, surtout sur notre métropole où il y a une grosse densité de bâtiments tertiaires, et que à cela s'ajoute aussi énormément de réglementations qui impactent les entreprises. Ces réglementations sont souvent méconnues des entreprises et du coup, elles sont souvent un peu dénues quand elles arrivent dans un nouveau bâtiment et qui sont soumises à une réglementation. Et là, elles se retrouvent un peu dans un questionnement et dans aussi des craintes sur la pérennité de leur entreprise et de leur activité. Et on se rend compte aussi de plus en plus que les bâtiments qui ont des étiquettes énergétiques dégradées perdent de leur attractivité parce qu'en fait, dans le cadre de plus en plus d'entreprises vont dans des politiques de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, et le bâtiment a aussi ce côté d'attractivité et aussi cette image, donne aussi l'image de l'entreprise. Donc, une rénovation, c'est aussi une valorisation aussi durable du patrimoine. Et c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que on a souvent moi je fais souvent le parallèle avec une voiture. Par rapport au bien et à la valeur d'une voiture, on révise notre voiture tous les ans. Par contre, un bâtiment, on a du mal à le mettre à le faire évoluer et à l'améliorer énergétiquement. Alors que dans sa valeur, elle est beaucoup plus importante. En fait, c'est un levier vraiment important parce que ça permet d'améliorer les performances énergétiques d'un bâtiment et du coup, faire de la rénovation énergétique d'un bâtiment tertiaire, ça permet aussi d'augmenter sa classe énergétique et aussi du coup sa valorisation sur le marché. Et c'est vraiment ça qui est important. Et deuxième chose, c'est que ça permet aussi de réduire les charges du futur occupant. Et c'est aussi quelque chose de très motivant pour les entreprises. Moins de dépenses de chauffage, moins de climatisation en cas de confort d'été. On se rend compte que les fortes chaleurs impactent énormément maintenant les consommations d'énergie. D'éclairage quand le bâtiment il est sombre ou mal éclairé ou éclairé avec des systèmes obsolètes. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose dont les futurs acquéreurs les futurs occupants sont vraiment de plus en plus sensibles. Et ensuite, on se rend compte aussi qu'un bâtiment, aussi, comme je vous disais, un bâtiment performant renforce l'image de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important. Et voilà. Et aussi, il faut être vraiment anticipé quand un occupant arrive dans un nouveau bâtiment, anticiper tout ce qui est les obligations réglementaires telles que le décret éco-tertiaire, ou plus communément appelé décret tertiaire, qui peut être aussi une source de stress et d'inquiétude pour le futur acquéreur ou occupant. Et c'est pour ça que je trouve que, et moi j'ai toujours eu cette image-là, que vraiment l'activité immobilière, les agents immobiliers, les prescripteurs immobiliers sont vraiment des acteurs clés dans la transition énergétique et on ne le dit pas, on le dit pas assez. On a souvent l'image de l'architecte, du bureau d'études, mais c'est vrai que vous êtes vraiment le premier prescripteur de la transition parce que vous êtes là pour mettre en avant et aussi identifier les besoins du futur acquéreur, identifier les travaux, mettre en avant l'avantage et les atouts du bien, d'un bien performant. Et aussi, ça permet aussi de fidéliser votre clientèle et les futurs investisseurs. C'est aussi un moyen d'enrichir vos arguments de vente, de bien connaître, d'avoir au moins des notions sur les réglementations, sur aussi l'efficacité énergétique. On ne demande pas de vous de faire des experts de la thermique. Pour ça, il y a des gens qui sont là pour ça, mais c'est vraiment important d'avoir au moins des bases et pour pouvoir aussi accompagner le futur acquéreur dans sa démarche.
Et en fait, c'est vrai que dans le métropole, avec des acteurs locaux comme nous, en fait, mais aussi comme nos partenaires, on est là aussi pour vous accompagner et vous faciliter dans cette mise en œuvre. Un exemple, hein, c'est l'immobilier du bureau nantais. C'est un peu pour vous donner un peu une situation du secteur. C'est que, alors, ça, c'est que la partie bureau, hein. Les bureaux représentent quand même 4,5 millions de mètres carrés de surface de bureau sur la métropole nantaise, hein, ce qui est assez important, et ils représentent 75% des surfaces de Loire-Atlantique. Donc, en fait, Nantes reste quand même un gros pourvoyeur de bâtiments tertiaires. Et on se rend compte quand même que 33% des bureaux se trouvent quand même en centralité. Alors, d'où l'intérêt d'avoir des proximités de mobilité douce, hein, pistes cyclables, mais aussi tram, chronobus. C'est des choses qui augmentent l'attractivité aussi du bâtiment. Mais à contrario, on se rend compte voilà, que sur un marché qui est assez important, on se rend compte que depuis, à part 2021, qui est une année exceptionnelle en termes de transactions dans immobilière, dans les parties tertiaires, peut-être dû aussi à un effet post-Covid, euh, qui a, où Nantes a été très attractif à ce moment-là. On se rend compte que depuis 2021, en fait, le nombre de transactions a vraiment baissé et en net recul. Et on se rend compte, en se baladant aussi dans les rues de Nantes, qu'on voit de plus en plus quand même de locaux qui sont vides et qui ne trouvent pas de nouveaux occupants. Et, euh, et donc, du coup, on le voit aussi via les informations qu'on a du tribunal de commerce sur les liquidations judiciaires. Alors, l'immobilier neuf est en stagnation, voire en forte diminution à cause de l'augmentation des coûts des matériaux, mais aussi au durcissement de la loi de la zéro artificialisation nette. C'est facile à dire, mais on arrive à le dire. Donc, qui empêche aussi toute nouvelle construction, hein, empêche. Elle n'empêche pas, mais elle diminue la capacité de construction sur des territoires denses comme dans les métropoles. Mais on peut voir aussi que sur l'année 2024, il y a eu 151 dossiers de liquidation judiciaire dans les commerces et liés peut-être aussi à la baisse de consommation, mais surtout à la hausse des prix de l'énergie. Et idem dans la restauration, 80 dossiers ont été étudiés par le tribunal de commerce en termes de liquidation judiciaire. Et on se retrouve toujours avec les mêmes causes, la hausse du prix de l'énergie et la fréquentation en baisse. On se rend compte du coup que la notion d'énergie est un facteur important pour les pérennités des entreprises. Et donc, du coup, il est vraiment primordial vraiment que les propriétaires prennent en conscience que des bâtiments doivent être entretenus et améliorés énergétiquement pour pouvoir pérenniser aussi leur portefeuille. Un bâtiment non occupé, ce n'est pas un bâtiment qui rapporte beaucoup d'argent pour un propriétaire, hein, on le sait très bien. Alors, les DPE, c'est vrai que je fais un focus sur les DPE, vous en voyez passer tous les jours, mais il est important, il est intéressant de voir la différence entre des DPE résidentiels et des DPE tertiaires. En fait, un DPE résidentiel il se base sur les caractéristiques physiques du logement, sur un modèle standardisé, avec une modélisation thermique suivant la localisation. Pour les DPE tertiaires, c'est un peu différent. Il y a une prise en charge des horaires d'ouverture, par exemple, de l'occupation. L'analyse se fait aussi sur les factures et pas forcément sur les caractéristiques physiques du logement. Sur les surfaces, c'est pareil. On se base sur la loi Carrez sur les DPE résidentiels, alors que sur les DPE tertiaires, on se base sur les surfaces thermiques, c'est-à-dire sur la surface utile chauffée. Alors, il y a un calcul qui se fait en fonction qui est en dessous, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la surface n'est pas du tout la même. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a quand même des logiques complètement différentes. Les méthodes de calcul restent les mêmes, hein, mais c'est. Le bandeau, tu peux me l'enlever. Et, euh, et en fait, les calculs restent toujours les mêmes sur les. Hop, voilà, attendez. J'ai appuyé sur le mauvais bouton.
Mais en fait, les conséquences sont beaucoup plus. Non, 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 c'est pas là. Excusez-nous, on a un petit souci de. Non, faut appuyer sur le bandeau directement. Non, sur le vert. Voilà, merci. Voilà, excusez-nous. Et en fait, les conséquences sont beaucoup plus. Peuvent être assez impactantes pour des DPE non conformes. Et ça peut être sur des notions de non-conformité, mais aussi sur un surcoût d'énergie qui n'a pas été vu parce que la modélisation du DPE n'a pas été faite en fonction des usages et des équipements. Et ça, c'est vrai que c'est souvent compliqué, souvent quand il y a un changement d'usage dans le local, et ça peut être relativement impactant. Un exemple tout simple, hein, vous avez un fleuriste qui a son local, il cesse son activité, un fleuriste n'a pas de mode de chauffage. Derrière, c'est un centre d'esthétique qui veut, c'est une histoire vraie, hein, ce que je vous raconte, c'est un centre esthétique qui veut s'installer. Bah, en fait, les notions de chauffage ne sont pas du tout les mêmes. Le DPE est complètement faussé parce qu'en fait, l'étiquette énergétique n'est pas la bonne. Et en fait, du coup, l'énergie devient vraiment un souci pour l'entreprise parce qu'elle n'avait pas dimensionné son mode de chauffage en fonction, il avait dimensionné en fonction du DPE et pas en fonction de la réalité du bien. Donc, ça a été très, très compliqué pour l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 4 modèles de DPE différents, avec des niveaux de classe énergétique complètement différents. Il y a un DPE pour les bureaux, administration et enseignement, pour des occupations continues telles des établissements de santé ou des hôtels, pour théâtre, commerce, tout le reste, en fait, en gros, et les centres commerciaux. Alors, pour vous expliquer, c'est que si on veut, alors j'ai mes petites notes, mais en fait, pour être en catégorie A pour des bureaux, pour la première ligne, il faut être en dessous de 50 kWh par mètre carré par an, énergie primaire. Mais pour des théâtres ou des centres des commerces, pour être en étiquette A, il faut être inférieur à 30. Vous voyez, donc il y a déjà des différences. Et pareil pour les étiquettes G, si on veut augmenter, c'est des bureaux, c'est supérieur à 750 et pour des commerces, c'est supérieur à 510. Et pour des hôpitaux, alors pour des hôpitaux, l'étiquette A, c'est inférieur à 100. Vous voyez, donc c'est du simple double entre des bâtiments d'occupation continue et des bâtiments d'occupation d'usage principal. Tout ça, ça peut être vraiment des conséquences importantes dans le futur usage du local. Et en fait, ces seuils de consommation sont vraiment disparates. Et c'est là qu'il faut vraiment, vous avez votre rôle en identifiant le rôle du futur local, en vous posant vraiment la question de est-ce que le DPE actuel est vraiment en phase avec la future activité du local. Pourquoi? Parce qu'en fait, le DPE, il est calculé sur l'existence, sur l'usage initial. Mais en fait, s'il y a un changement d'usage, les modes de calcul sont plus bons. Et du coup, le DPE n'est plus à jour. Ce qui peut être aussi problématique, parce que ça peut être aussi, donc le DPE, il est opposable, et donc ça peut être aussi une source d'amende comment dire, de contraintes financières parce que le DPE n'était pas bon. Alors, le diagnostiqueur sera la première personne qui sera impactée, mais en fait, toute la chaîne immobilière, en fait, hein, du diagnostiqueur à l'agent immobilier peut être impactée par ce type d'amende. Qui peut aller jusqu'à 300 000 euros quand même, c'est pas négligeable. Deuxième risque aussi sur des DPE qui ne sont pas représentatifs, c'est aussi des notions de surconsommation, d'usage prématuré, enfin, sur les équipements. Donc, du coup, sur les factures d'énergie du futur propriétaire, enfin du futur usager, donc des factures qui peuvent augmenter, mais aussi une usure des équipements. Un exemple tout simple, si une pompe à chaleur est installée est surdimensionnée ou sous-dimensionnée, l'usure va être beaucoup plus importante qu'un équipement qui est bien dimensionné pour le local. Et aussi donc des risques de panne, donc d'inconfort. Et donc pour des commerces, ça peut être quand même très impactant parce que ça peut être aussi un risque de perte de clientèle.
Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que l'attractivité d'un commerce, alors si on prend l'exemple d'un commerce, mais de tout bâtiment qui reçoit du public, par exemple, est important parce que un bâtiment où il fait très froid, où il fait très chaud dans des périodes estivales, par exemple, ça ne motive pas le client à venir et à rester. Donc, du coup, à consommer. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses c'est vraiment des arguments qui sont vraiment importants. Dernière chose, donc sur les DPE, le DPE est donc à une durée de vie à peu près de 10 ans, mais doit être renouvelé s'il y a des modifications de structure du bâtiment. Donc ça, vous le savez. Et le risque de dévalorisation, c'est que en fait, plus les DPE vont être dégradés, plus ça va être difficile de reproposer ce type de bien sur le marché. Et, euh, et plus les travaux seront faits en amont, moins le coût des travaux sera important. La dégradation des bâtiments non utilisés est beaucoup plus importante. Hein, ils peuvent être si impactants. Si vous coupez donc la ventilation, le chauffage dans des bâtiments qui sont mal isolés, vous pouvez avoir des apparitions de moisissures, vous pouvez avoir donc vous pouvez aussi dégrader votre bien dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut déjà anticiper les travaux, l'intégrer dans le budget ou dans les loyers, ça, c'est quelque chose qui peut être fait financièrement, mais c'est important vraiment d'adapter le bien et de le mettre on va dire, en conformité avec nos standards actuels. Moi, je vois beaucoup de commerces, entre autres, hein, où on est sur du simple vitrage, où il y a encore des trous au mur pour faire de l'aération où il n'y a pas du tout d'aération, alors ça c'est encore pire. Donc, parce que la qualité d'air intérieur, c'est quand même quelque chose qui est très important. Juste en aparté, hein, la qualité de l'air intérieur, c'est quand même 10% des arrêts de travail et c'est 24% des cas de grippe ou de Covid dans l'entreprise. Donc, c'est aussi des points qui sont vraiment à mettre en place et vraiment à réfléchir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un DPE qui est mal identifié ou qui n'est pas conforme, donc ça peut être donc, il peut y avoir des sanctions pour toute la chaîne de transactions immobilières, mais ça peut être aussi un surcoût énergétique, un surcoût de travaux, parce qu'à force de ne pas entretenir, bah, les travaux deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus coûteux. Une dévalorisation du bien en plus, donc en fait, c'est perdant-perdant hein, dans l'histoire. Et donc, du coup, de plus en plus de difficultés à la location, à la vente. Et ça montre aussi, enfin, il y a une notion d'image aussi qui est vraiment importante et même pour vous qui peut être problématique dans un secteur en ce moment immobilier qui est un peu tendu. Voilà. Un petit focus du coup maintenant sur les lois et les décrets. En fait, il y a énormément de lois et de décrets qui sont impactants sur la partie énergie et maîtrise de l'énergie pour les entreprises, hein, pour les locaux tertiaires. Le premier, c'est le décret éco-énergie tertiaire, ou communément appelé décret tertiaire, hein, pour faire simple. Et alors, c'est quoi ce décret? C'est que pour tous les bâtiments d'une surface utile, donc une surface au sol de plus de 1000 mètres carrés, ou tout bâtiment qui se retrouve sur une surface parcellaire et que l'ensemble de tous les bâtiments fasse plus de 1000 mètres carrés, ça peut être par exemple, vous avez des plateaux de bureaux avec des propriétaires et des locataires différents. Bah, s'ils font tous 50 mètres carrés ou on va dire 100 mètres carrés, mais que vous avez 20 étages, bah, tout le monde est soumis au décret tertiaire, même si vous faites, vous, moins de 1000 mètres carrés. Et là, ça oblige en fait à faire des réductions assez drastiques sur les consommations d'énergie par rapport à une donnée de consommation de référence hein, qui est prise sur les 10 dernières années et qui demande à avoir des réductions de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à cette année de référence. Donc, c'est quand même des hyper impactants pour l'entreprise. Une entreprise qui ne sait pas justement qu'elle rentre dans un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés et même si elle est locataire, elle est aussi responsable. Le truc, c'est que dans le décret tertiaire, la responsabilité est commune entre le locataire et le propriétaire.
qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut faire ces réductions, et ces réductions, il faut qu'elles soient rentrées sous une plateforme qui s'appelle Opérat, une plateforme de l'ADEME. Et en fait, tous les mois de septembre, le 31 septembre de chaque année, il faut qu'il y ait ces saisies de réduction. S'il n'y a pas ces saisies-là, il y a ce qu'on appelle un name change, et puis à force, il y aura des amendes. Voilà. Donc, c'est vraiment un point important, un décret qui est vraiment important. Et associé à ce décret, il y a ce qu'on appelle le décret Bax qui impose aux entreprises de plus de. Alors pour l'instant, c'est des entreprises de plus qui ont une puissance de chauffage et de ventilation de 290 kilowatts. Donc ça reste encore des grosses entreprises de mettre en place ce qu'on appelle une GTB, une gestion technique du bâtiment. C'est-à-dire que faire de l'automatisation, de chauffage, de climatisation et de ventilation. Le petit truc, c'est qu'à partir de 2027, donc demain, enfin c'est maintenant, ce sera tout ce qui est les bâtiments avec une puissance nominale de plus de 70 kilowatts. Alors, ça représente quoi 70 kilowatts dans un bâtiment tertiaire? Il faut savoir que dans un bâtiment qui est moyennement isolé, comme une grande partie du parc tertiaire, ça représente à peu près 100, on a des besoins de chauffage qu'on estime à peu près à 100 watts du mètre carré. Donc, en fait, si on fait le calcul, ça fait des entreprises autour de 700 mètres carrés, voire un peu moins s'il y a de la ventilation, avec la ventilation, mais en gros, c'est un peu le ratio qu'il faut avoir. Donc, ça va quand même impacter à partir du 1er janvier 2027 quand même la mise en place d'une automatisation des systèmes de chauffage et de ventilation. Donc ça comprend, alors c'est très efficace parce que ça fait quand même plus de 30% d'économie d'énergie. Une autre loi, alors voilà, on a des lois en France qui sont assez contraignantes, c'est la loi climat et résilience. La loi climat et résilience, elle impose à tout bâtiment pour l'instant neuf ou avec des rénovations lourdes, avec des toitures de plus de 500 mètres carrés, de mettre en place une partie de leur toiture, soit de la végétalisation, soit des panneaux, soit de l'énergie renouvelable, type panneaux solaires, photovoltaïques ou thermiques. Donc, suivant des surfaces utiles. Ce qui est important de voir, c'est qu'à partir de 2028, donc après-demain, tous les bâtiments de plus de 500 mètres carrés neufs ou existants devront être en partie solarisés ou végétalisés. On ne connaît pas encore le ratio des surfaces utiles à exploiter. Ça, on attend le décret. Mais la seule dérogation qu'il pourra y avoir là-dessus, c'est si le projet n'est pas viable économiquement. Ou si le bâtiment il a une surface au nord, enfin voilà. Si économiquement le bâtiment c'est pas viable de mettre en place ce type de système. Même si la végétalisation reste un système relativement viable, mais c'est économiquement où là il faudra le justifier. Et c'est là que le justifier ne sera pas si simple que ça. L'objectif, il est quand même de renforcer les notions de résilience climatique des bâtiments, de permettre d'isoler et puis d'apporter aussi cette énergie qui est gratuite fournie par le soleil. Donc, ça, c'est une des lois encore qui est en place. Et il y a une autre loi qui est un peu moins contraignante parce que le parc il est un peu plus restreint, mais qui est important de savoir, c'est que pour tout ce qui est rénovation lourde des parkings de plus de 500 mètres carrés, il faut mettre soit de l'ombrage végétalisé avec des arbres, soit mettre en place des ombrières photovoltaïques. Et gérer aussi la notion des eaux pluviales sur les sols. Ça, c'est très important. En fait, c'est perméabiliser, voilà, excusez-moi, les sols pour pouvoir que l'eau puisse s'écouler dans les nappes phréatiques. Ça reste encore quelque chose de très de moins impactant parce que bon, refaire les parkings, ça se fait pas tous les jours, et c'est sur des surfaces qui restent quand même assez importantes. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut aussi avoir en tête pour certains locaux.
l'objectif, il est d'éviter les îlots de chaleur qui sont hyper importants sur les parkings, hein. C'est vraiment très, très impactant l'été. Et enfin, je fais un point aussi sur la loi d'orientation de mobilité parce qu'on a beaucoup de retours sur est-ce qu'il faut que je mette des bornes de charge, est-ce que je dois mettre des bornes de charge sur mon bâtiment, est-ce que le bâtiment est autonome là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce que dit la norme? En fait, la norme a dit que pour pouvoir mettre des bornes, enfin, pour obliger des bornes de charge, il faut être quand même une très très grosse entreprise, hein, plus de 250 salariés et de 5 millions de chiffre d'affaires, donc ça commence déjà à faire un petit paquet. Et ça, sinon, qu'est-ce qu'on demande aux entreprises qui ont des parkings? C'est de mettre au moins à disposition des fourreaux pour pouvoir passer des bandes de charge et mettre en place de la place dans le tableau électrique. Voilà, donc initier un peu initier les travaux pour pouvoir éviter de casser le bitume derrière pour pouvoir mettre de la bande. Il faut savoir que la bande de charge est de plus en plus demandée dans les entreprises, hein, parce qu'on a de plus en plus de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui sont sur le marché. Donc, on va passer aux aides financières. Les aides financières, alors, elles sont elles sont beaucoup moins importantes que sur l'habitat, hein, bien sûr. La principale, c'est les certificats d'économie d'énergie. Alors, les certificats d'économie d'énergie, c'est quoi? C'est la même chose que pour les particuliers, hein. C'est en fait, c'est des fournisseurs d'énergie, ou plus communément appelés les obligés dans ce jargon des aides financières, qui financent des travaux ou des programmes de rénovation énergétique. En fait, vous avez des fiches C2E, des fiches C2E qui, suivant les caractéristiques des travaux, vous donnent plus ou moins d'aides financières sur l'amélioration des travaux des bâtiments tertiaires. Les travaux qui sont éligibles, c'est des travaux d'isolation, de chauffage performant, d'éclairage LED sous certaines conditions. Je préfère le dire parce que c'est vraiment assez complexe. Il faut que ce soit de l'éclairage qui est lié avec la lumière extérieure. C'est très, très contraignant. Ce n'est pas juste changer des ampoules. Mais aussi sur des systèmes autant sur le bâti, mais aussi sur des systèmes, par exemple des systèmes de chambres froides, des vitrines réfrigérées, des choses comme ça, hein, pour certains commerces, peuvent être aidés par des certificats d'économie d'énergie. En moyenne, un certificat d'économie d'énergie pour les travaux, ça représente hors menuiserie, parce que là, je préfère faire un aparté sur la menuiserie, parce qu'il y a des aides sur la menuiserie, mais qui sont très très faibles, autour de 2% du coût total. Mais en moyenne, on est sur entre 7 et 15% des coûts des travaux. Alors, certains me diront c'est pas assez, d'autres le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, chacun choisit. Dans notre cas actuel, c'est déjà pas mal, je pense. Enfin, c'est déjà bien. Ce qui est pris est pris. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus aidées. La gestion technique des bâtiments, comme je vous parlais juste avant sur la partie du décret d'Axe, peut être vraiment très, très bien aidée. On peut aller jusqu'à vraiment beaucoup plus, 40-50% d'économie de coûts. Le réseau de chaleur aussi, les raccordements au réseau de chaleur, ça c'est des coûts qui peuvent être financés de façon assez intéressante. Alors, l'avantage, on met coût partiel ou total des projets. Alors, c'est surtout un coût partiel. Les coûts total, c'est vraiment sur des niches, c'est vraiment particulier et de moins en moins parce qu'on s'est vite rendu compte que ça devenait des niches et c'était pas forcément bien adapté. Une autre aide qui est assez intéressante, c'est le fonds chaleur. En fait, ça permet de financer les études et l'investissement sur l'installation d'énergie renouvelable thermique. Ça peut être de la biomasse, ça peut être de la géothermie, ça peut être du solaire thermique ou du raccordement au réseau de chaleur. Un exemple simple, hein, sur le Bas-Chantenay, il y a l'association des entreprises du Bas-Chantenay qui travaille justement sur le raccordement du réseau de chaleur des entreprises sur le Bas-Chantenay. Donc, il y a des choses qui se font. Et c'est assez intéressant. Alors, c'est un dossier qui est à monter par l'ADEME.
à proposer à l'ADEME, mais qui peut aller jusqu'à plus de 50% couvrant 50% des investissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Nantes Métropole, l'ADEME a fait une délégation de pouvoir à Nantes Métropole. Et en fait, il y a un service à Nantes Métropole qui peut vous accompagner sur le développement des dépôts de dossiers sur le fonds chaleur. En préambule, on peut aussi vous en informer. Et demain, parce que demain, en fait, voilà, ça c'est les contraintes d'aujourd'hui, mais demain, en fait, ce qu'il faut savoir, il y a quelque chose qui n'est pas très connu sur le marché, c'est que à partir du 31 décembre 2025, donc d'ici 2 mois, l'ARENE s'arrête. C'est quoi l'ARENE? C'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et en fait, c'est quoi? C'est qu'en fait, sur l'énergie que vous payez sur votre facture d'énergie, il y a une partie qui est un tarif régulé de l'énergie produite en France, l'énergie nucléaire, qui est beaucoup moins coûteuse, qui est beaucoup plus avantageuse que l'autre partie qui est sur un marché européen. Pour comparer, il y a une partie de notre énergie qu'on va payer 42 centimes du mégawatt et une autre partie qui est payée 42 euros du mégawatt et une autre qui est beaucoup plus chère sur le marché européen qui est de 70 euros du mégawatt. Et en fait, il y a une partie qui est à peu près de 45%, 50%, qui du coup est régulée par ce tarif local, hein, ce tarif français. À partir du 1er janvier 2026, ce tarif régulé s'arrête et l'ensemble des fournisseurs d'énergie achèteront leur électricité sur un marché européen qui est beaucoup plus contraignant pour nous car généralement beaucoup plus cher. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que il y aura à partir des premières factures de 2026, cette augmentation sera répercutée sur les factures d'énergie pour les particuliers et aussi pour les entreprises qui sont quand même des gros consommateurs d'électricité, hein, faut le savoir. Donc, une répercussion qui va de 8 à 28% selon une étude qui est très intéressante de Que Choisir, que je vous conseille de lire. Je vous mettrai cette étude dans les documents liés que je vous enverrai avec le mail avec l'email, avec les supports qui sont là. Et en fait, ça risque vraiment d'impacter les factures d'énergie à partir de l'année prochaine. Et comme je vous ai dit précisément que en fait, les factures d'énergie, la consommation énergétique était un facteur vraiment impactant sur la pérennité de l'entreprise, bah là, ça va être encore plus impactant. Donc, du coup, d'où l'intérêt aussi de compenser ces consommations par une réflexion sur de la rénovation des bâtiments pas encore utilisés et justement pour pouvoir permettre d'avoir cette pérennité dans les futurs bâtiments. C'est vraiment quelque chose qui va être impactant. Et autre chose qui est totalement méconnue du grand public, c'est que il y a une directive européenne, alors la 2024/1275 du Parlement européen. Qu'est-ce qu'a dit cette directive européenne? C'est qu'elle demande à ce que les bâtiments diminuent drastiquement leur consommation, de 40% des consommations d'énergie finale. Ça vous rappelle peut-être le décret tertiaire que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais là, ils l'ont renforcé en avril 2024. Et qu'est-ce que ça impacte? Donc déjà l'interdiction de subvention des chaudières fossiles, donc on arrête des chaudières gaz, donc ça a déjà été mis en place en France, mais surtout la rénovation des bâtiments les moins performants. Et surtout, c'est surtout que, je le dis 3 fois parce que c'est vraiment important, c'est que ça va impacter les bâtiments, alors qu'avant c'était en France sur les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, ça va impacter les bâtiments tertiaires de plus de 50 mètres carrés, ce qui représente quand même un parc tertiaire qui sera énorme, énorme, énorme. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que ça, c'est pour l'instant un décret européen. Mais comment ça va être décliné dans le cadre français? C'est là qu'il y a une réflexion au niveau du ministère des Transitions énergétiques
sur deux voies sur lesquelles ils sont en train de discuter, soit faire un décret tertiaire pour les bâtiments de plus de 50 mètres carrés. Donc là, ça va être, ah, ça c'est un avis personnel, qui va être très très contraignant pour les entreprises tertiaires, ou renforcer les DPE et faire en sorte que les DPE soient plus contraignants. Voilà, c'est deux voies qui sont en discussion au ministère. Mais voilà, étant une directive européenne, il va falloir une déclinaison sur la loi française. Et donc ça, le but, il est d'accélérer la rénovation énergétique du résidentiel et du tertiaire, et surtout du tertiaire. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi dans vos portefeuilles que vous avez, que tous les bâtiments de plus de 50 mètres carrés, à un moment, on va leur devoir, ils auront cette obligation de faire des réductions significatives de leurs économies d'énergie. Ça reste pour l'instant à l'échelle européenne, comme je vous ai dit, mais c'est des choses qu'il faut vraiment avoir, que vous ayez en compte dans votre réflexion de vente. Voilà. Nous, on est là vraiment pour vous accompagner, vous, professionnels de l'immobilier, dans cette démarche et vous faire monter en compétences. Et qu'est-ce que nous, on propose de manière gratuite, neutre et indépendante, hein, c'est vraiment intéressant. On vous propose des pré-diagnostics qui sont, alors, ce n'est pas des DPE, c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est que c'est vraiment un conseil à la rénovation du bâtiment avec une optimisation aussi des usages, avec aussi cette notion de sobriété numérique aussi qui peut être intéressant, et on y associe des aides financières qui peuvent être mobilisées. Et là, vraiment sur les locaux. On peut aussi travailler sur les notions de process spécifiques, hein, production de chaleur froide, ou sur les changements d'usage. Et puis, enfin, on peut aussi travailler sur les notions d'énergie renouvelable. On peut faire des petites notes d'opportunité en vous disant, bah, voilà, le potentiel solaire que vous avez sur votre toit, il est le temps. Alors, on peut faire ça. Tout ça, c'est vraiment, il n'est pas de s'opposer à un DPE, il est vraiment de vous donner de la matière pour vous comprendre le bâtiment que vous avez dans votre portefeuille et pour que vous soyez à même de répondre aussi aux différentes questions du futur acquéreur, que ce qu'elles soient réglementaires ou thermiques. Voilà. Donc, et puis, on est là aussi pour vous accompagner. Donc, pour cela, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec nous. Vous avez mon contact, donc Sylvain Groseille, dans les contacts précédents. Et on peut faire la visite de vos locaux comme ça. Ça dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures, suivant la taille des locaux. Et quand ils sont vides, c'est beaucoup plus rapide, entre guillemets. Et on vous donne un rapport, on vous envoie un rapport. Et ce rapport-là, en fait, ça vous permet aussi d'argumenter, d'être un argumentaire supplémentaire dans vos transactions. Voilà. En conclusion, donc on a terminé. En conclusion, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, il faut vraiment prendre en compte que la rénovation, c'est vraiment un point important dans la valorisation des biens que vous avez dans votre portefeuille, que le marché il évolue et que de plus en plus les futurs acquéreurs ou les futurs locataires demandent à avoir des biens de plus en plus performants pour pouvoir pérenniser aussi leur activité. Comme on a vu, c'est vrai que l'énergie était vraiment il sera un point de plus en plus important dans la pérennisation de l'activité des entreprises. Donc voilà, et pour cela, en fait, notre métropole a vraiment mis en place un système, un service public, hein, et c'est comme ça qu'il faut le prendre, pour permettre de vous accompagner dans cette démarche et aussi vous expliquer de façon simple les différents points d'amélioration qu'il peut y avoir dans les locaux que vous avez dans votre portefeuille. Et aussi, en fait, connaître tous ces, pas forcément sur le bout des doigts, mais au moins avoir des notions sur les réglementations, sur l'impact de la rénovation énergétique, sur la qualité d'une bonne rénovation. C'est aussi pour vous des arguments qui permettent aussi justement d'être beaucoup plus à même à répondre et du coup de monter en compétence et de valoriser votre métier vis-à-vis des futurs acquéreurs.
Voilà. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, on laisse 2-3 minutes pour les questions et on arrêtera l'enregistrement. Et puis, on vous laissera aller déjeuner. Donc, je vais vous envoyer en même temps, je vous envoie sur le chat un questionnaire de satisfaction. Si vous, on peut arrêter le partage, hein, oui. Un questionnaire de satisfaction pour justement nous, on puisse aussi, peut-être juste appuyer sur un truc. Voilà. Pour que nous, ça nous permette aussi de nous améliorer. On est toujours dans cette notion d'amélioration continue, hein. C'est toujours intéressant aussi d'avoir vos retours. Voilà, et puis on reste vraiment à votre disposition avant, même après donc, ce webinaire pour vraiment répondre à vos questions, que ce soit sur la partie Nantes Métropole RSE, si ça vous intéresse. Rentrer dans cette communauté qui est une communauté assez intéressante, qui permet de faire du partage de connaissances sur les différents modèles de RSE qui existent sur le territoire de Nantes Métropole, hein. Il y a déjà plus de 200 entreprises, je crois, qui sont déjà dans ce collectif-là, avec des ambassadeurs, avec voilà, des rencontres vraiment très, très enrichissantes. Et si vous avez vraiment envie de nous contacter pour faire un point sur vos bâtiments tertiaires que vous avez et qu'on puisse voir ensemble, on peut réaliser aussi des pré-diagnostics avec vous. Donc, on utilise des caméras thermiques, on utilise aussi des systèmes de calcul de ventilation, on regarde aussi les réglementations qui y sont. Voilà. C'est assez complet et ça permet vraiment d'avoir une belle image, une image réelle de bâtiments que vous pouvez avoir.